Il faut regarder ces images. Ces gens qui se filment vont mourir. Ils ne le savent pas encore. Ils espèrent. C'est l'été 1944. L'heure du soulèvement a sonné à Varsovie. Ils sortent au grand jour, bâtissent des barricades et défient les nazis en fin de course. Bientôt les Alliés seront là, pense-t-il. Ici, l'allié le plus proche est russe, ce vieil agresseur que la guerre et ses alliances ont changé en sauveur. Varsovie l'attend et le redoute aussi. Il ne viendra pas. Alors ils sont condamnés. Ces gens qui se battent, survivent, attendent et rêvent encore quand la radio annonce que Paris a été libéré. Ils se filment jusqu'au bout. Ils ont l'intuition qu'il faut laisser une trace de ce qui arrive, quoi qu'il arrive. Il faut regarder ces images, parce que le monde a préféré oublier ce qu'elles racontent. L'insurrection de Varsovie. Comme souvent, la fin était annoncée dès le début. La Deuxième Guerre mondiale commence là, en Pologne, le 1er septembre 1939, lorsque le cuirassé allemand Schleswig-Holstein, au large de Gdansk, bombarde les positions polonaises. Deux jours plus tard, la France et l'Angleterre réagissent et déclarent la guerre à l'Allemagne. Aussitôt, les habitants de Varsovie sortent dans les rues pour saluer leur entrée en guerre. Ils escortent leur ministre des Affaires étrangères, parti serrer la main de l'ambassadeur anglais. Cette foule, joyeuse et grave à la fois, veut croire que l'ennemi sera bientôt pris en tenaille. C'est sûr, c'est l'affaire de quelques jours. Sur le front, on raconte la même chose. Les Français vont attaquer le 15 septembre, dit la rumeur. Alors les soldats polonais font ce qu'ils peuvent pour contenir les poussées allemandes et gagner du temps. Vaine attente, déjà. Là-bas, côté français, rien ne bouge. C'est la drôle de guerre, qui permet aux Allemands de manger la Pologne avant de s'attaquer au reste. Bientôt, les panzers nazis foncent vers Varsovie. Hitler peut contempler la capitale polonaise assiégée. Varsovie fumante, pilonnée par les bombes de la Luftwaffe. Cette grande ville slave, dressée tel un barrage à l'Empire allemand, l'obsède. Elle finit par tomber. La Pologne s'effondre par l'ouest. Mais à l'est, bientôt 500 000 soldats de l'armée rouge l'envahissent, conformément au pacte germano-soviétique du 23 août 1939, qui prévoyait le partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'URSS. Le général allemand Heinz Guderian rencontre les premiers soldats soviétiques à Brest-Litovsk. Là, sous le regard des officiers russes et allemands, des chars de la Wehrmacht et de l'armée rouge défilent ensemble. Encore une fois, la Pologne disparaît. La foule polonaise n'est plus qu'un long cortège de soldats et d'officiers prisonniers marchant ici vers le goulag, peut-être même vers la mort. Bientôt, le major Solski écrira dans son carnet ces derniers mots. Depuis l'aube, la journée commence singulièrement. Horrible. On nous emmène quelque part en forêt. Et là, une fouille complète. On me retire ma montre, qui indique 8h30. On me demande ma bague. On me prend mes roubles, ma ceinture, mon canif. Le pays est démembré. Soviétisation à l'est, annexion au Reich à l'ouest. Mais au centre, ce qui reste de la Pologne ne s'appelle même plus Pologne, mais gouvernorat général. Le projet d'Hitler en Pologne, le Lebensraum, autrement dit sa politique de l'espace vital, visait à créer une vaste zone géographique, non seulement sous contrôle allemand, mais entièrement peuplée de citoyens allemands. Les populations locales devaient en être expulsées ou tout simplement éliminées. C'était sa grande vision géopolitique. Il voulait attaquer l'Europe de l'Est et la conquérir pour créer sa grande Allemagne. C'était une politique raciste. La Pologne non annexée est un territoire sous administration exclusivement allemande. Cracovie en devient la capitale. Hans Frank,
avocat et fervent nazi, le gouverneur. Sa mission, faire de cette zone une réserve de produits agricoles, de ces gens une main-d'œuvre forcée pour l'industrie de guerre. Éliminer les intellectuels, fermer les écoles secondaires, les universités, faire taire le clergé. La Pologne a disparu. Tout ce qui en elle pense et résiste encore est condamné à mort. La Pologne occupée ne ressemblait en rien au régime de Vichy. Les SS dirigeaient le pays et les soldats avaient toute liberté d'exécuter sur place quiconque était arrêté pour toutes sortes de délits mineurs. En première ligne, les Juifs. Vieille communauté du pays qui constitue près de 10% de la population. Ils sont contraints de porter un brassard blanc avec l'étoile de David. Bientôt, les Allemands leur imposent de se regrouper dans des quartiers réservés. On les voit dans les rues de Cracovie, qui transportent vers le périmètre imposé les quelques meubles qui leur restent. Puis les portes des ghettos se referment sur eux. C'est en France que se sont réfugiés le gouvernement légitime, la hiérarchie militaire du pays et tous ceux qui ont pu s'échapper après avoir combattu. Ils veulent plus qu'une revanche, incarner la continuité de l'État polonais. Le gouvernement en exil, confié au général Sikorski, met sur pied une armée polonaise chargée de poursuivre le combat aux côtés des Français. Aux soldats rescapés s'ajoutent rapidement des dizaines de milliers de travailleurs immigrés polonais de France qui se portent volontaires. Mais très vite, c'est la débâcle en France, qui oblige ses combattants à fuir vers l'Angleterre, dernier territoire permettant de continuer la lutte. Le gouvernement de Sikorski s'installe à Londres. Une nouvelle armée polonaise se reconstitue aussitôt sous l'égide britannique. C'est dans le ciel qu'a lieu cette fois la bataille. Les pilotes polonais vont rapidement s'y illustrer. 4 escadrilles de bombardement et 2 escadrilles de chasse sont constituées dès août 1940. Elles abattent plus de 200 appareils allemands. Les Polonais forment la première armée étrangère en Grande-Bretagne. Ils remportent enfin des victoires, des médailles. Ils volent parfois jusqu'en Pologne, transportent des émissaires. Le pilote Jan Zundbach se souvient. Nous étions comme une grande famille. Nous ne rêvions que d'une chose, battre les Allemands, libérer le pays, rentrer chez nous. Politiquement et militairement, la Pologne existe encore, mais pour le moment, loin de chez elle. Il n'y avait aucune structure de collaboration avec l'Allemagne en Pologne. En Pologne, le gouvernement en exil avait ses propres envoyés, ses propres structures sur le territoire national. L'emblème de la résistance apparaît sur les murs des villes polonaises. Polska walczy. Pologne en lutte. Elle n'a encore ni armes, ni opérations spectaculaires à mener, mais déjà beaucoup de volontaires qu'il faut rassembler et organiser sous la bannière du gouvernement en exil. Et déjà, elle se filme. Coup de théâtre le 22 juin 1941. Hitler déclenche le plan Barbarossa et donne l'ordre d'attaquer l'URSS. Le pacte germano-soviétique est rompu. La Russie rejoint de facto les nations alliées contre le nazisme. Elle est l'alliée de nos alliés, disent désormais les Polonais. Le gouvernement de Sikorski est condamné à s'entendre avec le diable, qui a un an plus tôt dépecé leur pays. Staline, acculé par l'avancée des troupes allemandes vers Moscou, n'est plus en position de force. Le moment est venu de faire libérer des dizaines de milliers de soldats et civils polonais, faits prisonniers par les Russes. Une armée polonaise est remise sur pied. Le général Anders, jusqu'alors détenu par la Lubianka, en prend le commandement. Mais plus de 30 000 officiers polonais, prisonniers des Russes, manquent à l'appel. Anders ne se fait guère d'illusions sur leur sort, et encore moins sur la nouvelle entente avec les Russes. Il évacue le maximum de ses hommes vers le Proche-Orient et rejoint les forces britanniques. Bientôt, dans le désert iranien, les régiments polonais défilent. Ils veulent incarner une république polonaise qui n'a pas capitulé. Très vite, les soupçons d'Anders se vérifient. En avril 1943, les Allemands découvrent des charniers contenant les corps de 4300 officiers polonais à Katyn,
près de Smolensk. Ils entreposent les restes, font venir la Croix-Rouge, mais aussi des représentants des pays neutres et des prisonniers de guerre anglais et américains. Les cadavres parlent. Leur état de décomposition permet de dater leur mort. La zone était alors sous contrôle soviétique. Il n'y a aucun doute sur l'auteur du crime. Ces images servent de la propagande allemande. Elles creusent surtout un traumatisme jamais résorbé chez les Polonais. C'était un secret de Polichinelle pour ceux qui étaient au courant. La police secrète de Staline perpétrait un crime de masse, bien que les Soviétiques aient essayé de rejeter la faute sur les Allemands. Et lorsque le gouvernement polonais, alors en exil, a demandé l'aide de la Croix-Rouge internationale, l'Union soviétique a rompu les relations diplomatiques avec lui. Staline a rompu ses relations avec le gouvernement polonais en exil à Londres. Ce qui l'arrangeait d'ailleurs énormément, d'une certaine manière, parce que il mentait à propos de Katyn et les alliés occidentaux étaient obligés de le croire, bien que la vérité ait été connue de tous. Mais surtout, il n'avait plus de lien avec le gouvernement polonais légal, et il pouvait pousser en avant le futur CPLN, Comité polonais de libération nationale, dont il voulait faire le gouvernement communiste à la libération de la Pologne. Libération que Staline voyait sous la forme de libération-occupation. Sikorski réalise que l'entente des trois grands, États-Unis, URSS, Angleterre, isole la Pologne et favorise le jeu de Staline. Le gouvernement en exil tente par tous les moyens de faire entendre la voix polonaise. D'autant que sur place, il peut désormais s'appuyer sur une armée intérieure. Dans les forêts et les campagnes de Pologne, la résistance, baptisée Armia Krajowa, ou AK, est maintenant organisée et opérationnelle. Elle s'entraîne, elle veut être le levier de la libération le jour venu. Et c'est elle qui va alerter le monde de l'inimaginable. Jan Karski, membre de l'AK, a gagné Londres en octobre 1942. Il raconte l'extermination des Juifs. Son rapport devient aussitôt un document officiel de la République polonaise. Et Karski est chargé de le faire connaître aux Alliés. Car il est entré clandestinement dans le ghetto de Varsovie avant de quitter le pays. Il a vu l'agonie, les enfants faméliques, les misérables trafics pour survivre, les rafles vers les camps de Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau. Lorsque Karski rencontre Roosevelt au mois de juillet 1943, le ghetto de Varsovie n'est plus. Il a été détruit après s'être soulevé au mois d'avril. Ceux qui restaient ne se battaient pas pour fuir, mais pour mourir là, plutôt que dans les chambres à gaz. Mais il n'est alors plus question que de gagner la guerre. À l'ouest, le premier débarquement a lieu en Italie. À l'est, fort des victoires de Stalingrad et Koursk, les soviétiques avancent à grands pas. À si grands pas que lorsque les chefs des trois grandes puissances se retrouvent à Téhéran fin novembre 1943, Staline est en position de force. Roosevelt et Churchill lui laissent les mains libres à l'est. Le sacrifice de la Pologne est implicitement inscrit dans leurs accords. Son leader, le général Sikorski, est mort quelques mois plus tôt dans un mystérieux crash d'avion à Gibraltar. Ses grandioses funérailles en Angleterre semblent emporter toute une époque. Elles ne présagent pas de la suite. Car pendant ce temps-là, la formation de structures communistes polonaises s'accélère en URSS. Le noyau d'un futur gouvernement polonais communiste est mis sur pied. Le Comité des patriotes polonais. Il sera chargé de prendre le contrôle du pays au fur et à mesure de l'avancée des troupes soviétiques. Déjà, les blindés de l'armée rouge entrent en Pologne. Le scénario de Staline est en train de se réaliser. L'armée intérieure polonaise est prise de vitesse. Elle ne peut que marcher dans le sillage de l'armée rouge. À Vilnius, à Lvov, elle se bat à ses côtés. Mais à chaque fois, à peine la bataille terminée,
le NKVD, police politique soviétique, désarme ces résistants polonais, les déporte ou les tue. L'AK combat avec les soviétiques pour la prise de ces villes, à la suite de quoi les soviétiques arrêtent, désarment, déportent ou liquident les combattants polonais de l'AK. À chaque avancée soviétique, les communistes polonais qui ont fait allégeance à Staline entrent en action. Un gouvernement pro-soviétique s'installe à Lublin le 22 juillet 1944. Tout s'accélère. Les troupes soviétiques poussent leur avantage jusqu'aux environs de Varsovie. Une occupation soviétique va-t-elle succéder à une occupation allemande? Pour l'armée de l'intérieur, il est urgent d'agir. Le renseignement de Staline lui dit que l'AK, l'armée de l'intérieur polonaise, est fin prête pour déclencher la bataille, que la situation est comme de la dynamite, disent-ils. En urgence, le 25 juillet 1944 à Londres, Mikołaj Tchik, qui a remplacé Sikorski, réunit son gouvernement. Décision est prise d'autoriser le chef de l'armée de l'intérieur, le général Bour Komorowski, à lancer l'action armée pour libérer Varsovie. L'ordre de lancer l'insurrection est venu directement du gouvernement en exil à Londres. À Varsovie, l'état-major de l'armée de l'intérieur a décidé quand et comment mener les opérations, mais n'était pas habilité à décider s'il devait y avoir une insurrection ou pas. Ça, c'était le rôle du gouvernement. Dans la plus grande improvisation, le Premier ministre part aussitôt pour Moscou tenter de convaincre Staline d'aider l'insurrection. C'est la mission de la dernière chance. L'armée de l'intérieur ne tiendra pas longtemps toute seule. La décision du gouvernement fait d'ailleurs débat parmi les officiers polonais. Le général Anders, commandant en chef du 2e corps polonais qui combat alors en Italie aux côtés des Alliés, est contre. Il écrit « Je suis catégoriquement opposé dans les conditions actuelles à une insurrection générale dont le résultat serait par la force des choses l'échange d'une occupation par une autre. » Mais Varsovie brûle de se battre. Le mardi 1er août, à 17h, son chef militaire, le général Komorowski, donne l'ordre de déclencher l'action armée. Nom de code, heure W. Le colonel Monter se souvient. En quelques instants, les rues s'emplirent de groupes de jeunes vêtus de vestes de sport, chaussés de bottes. Brusquement, la ville changea de visage. Les femmes, les vieillards disparurent, mystérieusement avertis, laissant la place à ces curieux jeunes gens qui allaient main dans les poches, habillés comme pour une excursion à la campagne. La première mission de l'armée de libération, quand l'insurrection a débuté, a été de dérober des armes et du matériel à l'occupant. Les soldats polonais portaient d'ailleurs des casques allemands sur lesquels ils avaient peint le drapeau national à la peinture rouge et blanche pour qu'on les reconnaisse. C'était un peu déroutant pour les civils qui n'étaient pas forcément au courant de tout ça et qui les prenaient parfois pour des Allemands. Quoi de plus normal, après tout, puisque tous leurs équipements, leurs tenues et leurs armes provenaient de l'arsenal allemand. Les Polonais n'ont pas la supériorité tactique, mais ils sont 40 000 combattants. Et les Allemands sont pris par surprise. Si le soulèvement concerne les 3/4 de la capitale, les Allemands se défendent dans une quarantaine de poches et gardent le contrôle des points stratégiques, comme les gares, les aéroports, les ponts. Les premiers jours de combat font près de 2000 morts, côté insurgés. La population se prépare à la riposte allemande. Elle arrache carreaux des trottoirs et pavés des rues. Elle dévisse les rails, sort les meubles, la terre et le sable des caves, et bâtit des barricades. Elle creuse des fossés qui feront chuter les blindés et permettront de se déplacer à l'abri. Tout le monde est volontaire. Tout le monde croit qu'il suffit de tenir quelques jours, le temps que le Premier ministre, encore à Moscou, convainque Staline d'envoyer ses troupes en renfort. Au tout premier temps du soulèvement, une organisation du quotidien se met en place. Sucre, semoule, produits de base ont été transportés à dos d'homme vers la vieille ville bientôt encerclée. Il y a de quoi tenir 3 semaines. La distribution des vivres s'organise.
et l'insurrection continue de se filmer. 30 000 mètres de pellicule seront réalisés. La première projection publique sera pour eux, comme un miroir tendu, au cinéma Palladium le soir du 15 août. L'armée de l'intérieur s'est entraînée et préparée plusieurs années avant 1944. Elle comptait 300 000 soldats. Les armes et les munitions manquaient un peu, certes, mais il y avait une hiérarchie très bien organisée avec un état-major, des officiers et des troupes. Et ils étaient extrêmement disciplinés. La résistance, mobilisée depuis le début de l'occupation allemande, est prête. Elle a ses instructeurs et ses écoles clandestines pour apprendre à tuer. À Varsovie, il y a désormais beaucoup de volontaires prêts à se battre, mais pas assez d'armes. L'AK, coupé de tout ravitaillement allié depuis 4 longues années, a appris à se servir chez l'ennemi, et aussi à fabriquer l'armement. Ces ateliers intensifient la production. Par centaines, des armes de guerre célèbres sortent dans une version polonaise. Les obus et les bombes non explosées sont récupérés. On construit des mortiers, on improvise des lance-grenades avec des ressorts de suspension automobile. On coud des grenades. On se sert des tubes de canalisation pour faire des canons. Jan Jeżorowski, envoyé spécial du gouvernement en exil, raconte l'exaltation du moment. Soudain, une voiture blindée prise aux Allemands sur laquelle nos soldats sont montés apparaît au loin. J'aurais donné ma vie pour vivre cet instant. Ainsi, le 5 août, c'est aux commandes d'un char allemand, remis aux couleurs de l'armée polonaise, que les insurgés forcent l'enceinte du camp de travail de la rue Genscha. Ces jeunes gens avaient volé un blindé allemand. Ils ont foncé droit devant, sur les portes du camp de travail, neutralisant les tourelles SS au passage. Et ils ont libéré les prisonniers juifs. Ces derniers, vous imaginez bien, se sont tous engagés dans l'armée de l'intérieur par la suite. Mais cette date, le 5 août, marque surtout le début d'une vaste contre-offensive allemande. Les unités SS remontent vers l'ouest, le long des rues Wolska et Gorczewska. Elles vont appliquer à la lettre les ordres venus du sommet. Varsovie sera un exemple. Le massacre commence. Hitler et Himmler décident de détruire la ville qui comptait alors 1 million d'habitants, de tous les tuer et de rayer Varsovie de la surface de la Terre. Durant plusieurs jours, cet ordre est appliqué à la lettre. Ici, dans la partie de la ville où nous nous trouvons, dans le quartier de Wola, des dizaines de milliers de gens seront tués. La mission est confiée aux Sonderkommando, spécialisés dans les crimes de masse. Un homme à leur tête, le SS-Brigadeführer Oskar Dirlewanger, réputé pour sa barbarie. Lui et ses hommes violent, massacrent, torturent et brûlent, hommes, femmes et enfants, sans laisser âme qui vive derrière eux. 15 000 morts ce 5 août, autant le lendemain. Parfois, on les mettait en rang en leur ordonnant de tenir les piquets d'une clôture. Ainsi, chacun des fusillés serrait contre lui un morceau de bois, pour que les corps brûlent plus facilement quand on les empilait et qu'on y mettait le feu. Après la guerre, on a exhumé plus de 10 tonnes de cendres humaines dans cette partie de Varsovie. Madame Jakubowska se rappelle le 15 de la rue Gorczewska. Les Allemands ont interdit aux gens de sortir et mis le feu à leur maison. Qui sortait était tué. Les gens brûlaient vivants, ils sautaient par la fenêtre. Madame Schlareta, elle, était dans la rue Wolska. J'entendais les soldats allemands marcher parmi les corps. J'en ai vu un s'approcher du landau de ma voisine. Il a tiré. Cet ordre a été annulé par la suite, parce que les troupes engagées dans l'élimination de la ville ne pouvaient pas effectuer des opérations à la fois militaires et d'extermination. Cela créait un chaos logistique. Gegen einzelne Häusergruppen gehen Sturmgeschütze und Panzer in Stellung. Le général SS Erich von Dembar reprend le contrôle des opérations. Il décide de relier entre elles les poches allemandes et de couper les insurgés du fleuve. Un corps punitif, renforcé par l'arrivée des compagnies Panzer, engage des combats dans la ville.
les Allemands ont donné quelques heures aux civils pour fuir. Ils veulent en finir avec cette bande de résistants polonais qui tient et semble leur prédire la défaite. L'armée de l'intérieur était passée maître dans l'art de défendre ses positions. Une fois, les Allemands ont tenté de lui prendre un quartier sous son contrôle et ils ont bien failli tous y rester. Après ça, ils ont été beaucoup plus prudents. La caméra de la résistance filme encore. Tel le viseur d'un fusil, elle regarde avancer les chars allemands et témoigne d'un combat inégal. Mais derrière ces barricades, la résistance tient bon. Et chacun, au bord du néant, cherche encore de quoi sourire. Comme Stanislas Likiernik. Je ne sais toujours pas comment deux jeunes filles de 18-20 ans ont réussi à parcourir les 2 ou 3 kilomètres qui nous séparaient de l'hôpital des Chevaliers de Malte en portant un homme de 60 kilos. C'était un vrai hôpital, avec des religieuses comme infirmières, mais aussi de très jolies jeunes filles devenues infirmières en faisant partie de la résistance. Mes blessures n'étaient pas encore guéries. Mon ami Sbilut, médecin en 5e année, me soignait comme il pouvait, mais elle ne voulait pas cicatriser. Un jour, il a appelé au secours un vieux médecin grec et juif de Salonique, que nous avions libéré à Stavki. Comme entre Sbilut et ce médecin il n'y avait aucune langue commune, ils ont trouvé le moyen de discuter sur mon dos en latin. Il fallut une langue morte pour sauver la vie de Stanislas. Vient la cadence trop rapide des enterrements qu'on célèbre sur les autels provisoires des églises détruites. Mais bientôt les cercueils manquent. Les corps sont mis en terre, roulés dans des draps. La ville s'effondre, mais ses habitants refusent de l'imiter. Ils maintiennent coûte que coûte les apparences d'une société humaine, les structures d'un État, d'une administration. Londres s'installe à Varsovie. L'État clandestin était une émanation de toutes les forces politiques qui existaient en Pologne avant la guerre, à l'exception bien sûr des communistes. Il y avait des gens de droite et de gauche, ainsi que des libéraux. Tous les partis politiques participaient ainsi à une sorte de parlement souterrain qui avait son propre gouvernement. Le gouvernement, au sens autorité légale de la République, était évidemment à Londres. Mais c'était la délégation de ce gouvernement en Pologne qui servait d'État polonais ici, dans la clandestinité. Pour la première fois depuis 1939 à Varsovie, la République de Pologne promulguait officiellement des lois. Chaque mouvement politique publiait ici ses journaux et revues politiques. Même les communistes étaient autorisés par le commandement de l'insurrection à imprimer des textes dans lesquels ils critiquaient la décision du déclenchement de l'insurrection. Dans ce sens, c'est une communauté démocratique qui a fonctionné démocratiquement pendant 2 mois. Dans la capitale en sursis, 167 titres de presse sont colportés. Le service postal est assuré par les jeunes scouts. Le courrier circule d'un quartier à l'autre, même quand il faut traverser les lignes de défense allemandes. La télécommunication a organisé son propre réseau, fait passer des câbles dans les égouts. Des haut-parleurs sont accrochés dans la ville pour diffuser des communiqués importants. Il règne là une incroyable liberté de parole et un esprit démocratique. Radio Bluskavica ou Radio Éclair diffuse de multiples programmes, récits des dernières batailles, appels à la solidarité, chansons et poèmes patriotiques, même des émissions de diversion pour les soldats allemands qui cherchent vainement à localiser l'émetteur de la radio. On y fait aussi un programme en anglais souvent repris par des émetteurs de Londres. On y guette surtout les nouvelles de Moscou. Les barricades ne tiendront plus longtemps. Mikołaïtchik a-t-il enfin convaincu Staline d'intervenir? Las, de retour de Londres, Mikołaïtchik ne peut rien annoncer. Il a insisté auprès de Staline pour que des armes soient immédiatement livrées aux insurgés.
Celui-ci a répondu qu'une aide allait leur être fournie, mais sans dire quand ni comment. Il joue la montre. Staline, avec un cynisme extraordinaire, conclut que finalement, il serait plus intéressant pour lui d'attendre que les Polonais de Londres, à Varsovie, se fassent battre par les Allemands et exterminer par les Allemands avant l'entrée de l'armée soviétique à Varsovie. Pour les maréchaux soviétiques, la conquête de la ville était possible et même probablement planifiée. Mais ce qui fut déterminant, c'était la volonté de Staline et ses propres objectifs politiques. Pour lui, Varsovie, avec ses 40 000 soldats dévoués de l'AK, son gouvernement clandestin et tous ses dirigeants politiques, cette Varsovie bourgeoise devait être rayée de la carte. Churchill, conscient du double jeu de Staline, veut aider la résistance polonaise. Dès les premières semaines du soulèvement, les avions anglais tentent de parachuter des vivres et des armes. Le survol de l'Allemagne expose des appareils aux tirs de la DCA nazie et la flotte anglaise connaît de lourdes pertes. Très vite, l'URSS fait en sorte de rendre leur mission impossible. Le 12 août, Wyszynski, le zélé diplomate de Staline, s'oppose à toute utilisation des aérodromes soviétiques par les avions alliés en mission vers la capitale polonaise. L'URSS, dit-il, ne veut pas être associée directement ou indirectement à l'aventure de Varsovie. Pour les bombardiers anglais qui décollent d'Italie, comme pour les appareils américains, voler vers Varsovie s'apparente alors à un départ sans retour. La résistance polonaise attend pourtant. Elle nourrit chaque nuit des feux de signalisation pour guider les appareils alliés et n'espère plus grand-chose du prétendu allié soviétique. Les avions américains, par exemple, décollaient d'Angleterre, survolaient l'Allemagne et allaient se poser près de Poltava, en Ukraine. Au passage, ils bombardaient l'Allemagne, puis faisaient le plein de bombes et de carburant sur le sol soviétique avant de repartir. Au retour, ils passaient par la Roumanie pour pilonner les usines de carburant que les nazis contrôlaient là-bas, avant de rentrer à Londres. L'itinéraire était toujours le même. Mais quand Churchill a appris que Staline avait interdit à nos avions d'atterrir, il est entré dans une colère noire. Churchill écrit à Roosevelt que le refus de Staline est de la plus haute gravité. Si les Allemands triomphent, un massacre suivra. Nous sommes les nations servant les causes les plus hautes. Il propose d'envoyer un message commun à Staline. Roosevelt donne son accord. Nous devons tous les trois faire le maximum pour sauver le plus possible de patriotes polonais. Nous espérons que vous parachuterez munitions et armes immédiatement et que vous aiderez nos avions, dit leur message. Staline est cette fois dans l'obligation de répondre. Il le fait le 22 août, et sans détour. Il accuse une poignée de criminels d'avoir essayé de prendre le pouvoir à Varsovie et refuse toute autorisation de ravitaillement des avions alliés en zone russe. Pour ne rien arranger, les Soviétiques ne se contentaient pas d'interdire aux avions anglais d'atterrir sur leur sol, ils leur tiraient dessus. L'équipage australien de ce bombardier avait décidé de voter pour choisir si, au retour de Varsovie, ils allaient plutôt survoler l'Union soviétique ou bien prendre le risque de repasser au-dessus de l'Allemagne. Ils ont tous voté pour la seconde solution et survolé le Reich. Les missions alliées de parachutage se poursuivent malgré les risques, mais elles sont plus rares et les pilotent uniquement des volontaires. Les résistants assiégés reçoivent de quoi tenir encore. Repartir au combat, mais pourquoi? Le temps qui passe et les isole, les soviétiques qui ne viennent pas préfigurent déjà les lendemains de la guerre. Cette petite crise diplomatique, qui a eu lieu au début du mois d'août 1944, marquait en fait le début de la guerre froide. C'est la première fois que les dirigeants occidentaux prenaient conscience de la véritable nature de l'Union soviétique, franchement hostile au projet de l'Ouest et peu disposée à les faciliter.
Et c'est avec la rage du désespoir que les résistants polonais décident de mener une attaque contre les soldats de la Wehrmacht, retranchés dans les caves de la Pasta, l'immeuble des télécommunications. Ils encerclent le bâtiment. Ils portent le casque et les lance-flammes de l'ennemi, le brassard blanc des insurgés, et en main, les armes parachutées, volées, bricolées. Et les voilà vainqueurs de poussiéreux nazis. Aux fenêtres sans vitres des immeubles, on regarde passer les prisonniers allemands. Mais le frisson de l'instant n'est pas celui de la victoire. Car pour une prise de guerre, combien de défaites, de barricades qui tombent, de proches qu'on enterre. La situation des insurgés s'aggrave de jour en jour. Après 10 jours de tirs, de bombardements et d'assauts acharnés des nazis contre la vieille ville, il n'y a plus un bâtiment debout dans le quartier. Et chaque tentative pour percer l'encerclement allemand se solde par un échec. Il ne reste qu'une solution. Se frayer un passage sous terre. Les égouts servent déjà pour le transport des armes, des munitions, les câbles du téléphone. Ils servent maintenant à fuir les quartiers vaincus. En 2 jours, des milliers de soldats de l'AK et des civils parviennent à échapper aux Allemands en passant par là. À l'approche de l'égout, nous avancions d'abord à la queue leu-leu, ensuite accroupis, et enfin près de l'entrée, en rampant. Rares étaient ceux qui savaient qu'il y avait des crampons permettant de s'y engouffrer. La plupart se laissaient tomber. Heureusement, le puits n'était pas très profond. Je glissais dans l'obscurité en imitant ceux qui m'avaient précédé. J'entendais le ruissellement se propageant dans le tunnel. La puanteur était horrible. Il fallait patauger dans la merde. J'étais cramponné à celui qui était devant moi. Celui qui me suivait faisait pareil avec moi. Chaque sortie d'égout est comme une renaissance. Les insurgés qui émergent des tréfonds de la ville se lavent. Et la vie reprend dans un quartier pas encore tombé. La caméra s'attarde sur les corps et les visages des plus jeunes. Parce qu'ils sont les plus beaux, fleurons du pays, du combat. Parce qu'ils ont l'âge des grandes illusions. Ils ont entre 15 et 23 ans. Ils sont nés juste après la Grande Guerre. L'idée qu'ils se font de la paix comme de leur pays fraîchement indépendant est fragile. Mais ils n'ont pas tout perdu des peaux de l'enfance. Ils jouent, ils rient, ils friment avec leurs armes, et ils s'aiment. Ils tentent même des promesses d'avenir pour être sûrs d'en avoir fait. Ils n'ont pourtant pas d'autre destination que d'être encore vivants demain. Mais demain ne suffit pas à leur âge. Parmi eux, certains écrivent des poèmes et des chansons que les autres reprennent. Comme celle-ci, dont l'auteur, Kamil Baczynski, meurt le 7 août. Retire seulement de mes yeux cet éclat de verre douloureux, cette vision des crânes blancs qui roulent par les champs de sang brûlant. Change seulement ce temps boiteux, couvre les cercueils avec le manteau de la rivière, essuie de tes cheveux la poussière des batailles de ces années de colère. Poussière noire. Dans le cœur assiégé de Varsovie, parmi les ruines en formation, une foule survit, mélange de combattants, de femmes encore coquettes et d'enfants. Les civils ont le plus souvent refusé d'évacuer la ville comme les Allemands le leur ordonnaient.
Ils sont des cibles, comme les soldats de l'AK. Les obus allemands ne choisissent pas. Tout manque. Les vivres, l'électricité, les médicaments, l'eau que l'on puise et que l'on transporte. Dans la ville effondrée, une chaîne humaine est encore à l'œuvre. Coupée de tout approvisionnement, elle ne faiblit pas. Elle s'organise pour échapper aux griffes de la destruction. Elle emmène ses enfants au spectacle et se résout à manger les chevaux qu'elle réservait à la cavalerie. Zofia Borowiecka raconte: la famine devenait de plus en plus pénible. Ne se laissant plus calmer par le blé bouilli ni par les huiles chimiques, mes collègues commençaient à manger du chien. C'est incroyable, mais j'eus un songe dans lequel je mangeais une cuisse de poulet. Son odeur était tellement convaincante, comme s'il devait craquer entre mes dents dans quelques instants. Je le lève donc vers ma bouche, mais la voix de mon frère me réveille. Les réserves sont épuisées. 3 semaines se sont écoulées. La radio annonce alors que Paris vient d'être libéré. J'étais franchement jaloux, reconnaît Likiernik. Peut-être qu'après la prise de Paris, les Allemands vont capituler. Sinon, nous sommes foutus. Il faudra mourir à Varsovie, alors que les Parisiens se font libérer en quelques jours. Dès 1944, il ne faisait plus aucun doute qu'Hitler était en train de perdre la guerre, car ses troupes reculaient sur tous les fronts. Mais quand l'insurrection de Varsovie a éclaté, Himmler et lui se sont frottés les mains. Il tenait enfin l'occasion rêvée de réduire à néant ce qu'il considérait comme la source, comme les racines du front de résistance qui se dressait face au rêve hégémonique allemand. In Warschau ist der Aufstand der sogenannten unterirdischen Bewegung bis auf wenige kleinere Herde im Feuer der deutschen Waffen zusammengebrochen. Les Allemands sortent l'artillerie lourde. Schwerste Angriffswaffen werden eingesetzt. Ils pointent leurs mortiers géants Thor vers la ville résistante. Überstürzen ganze Häuserblocks zusammen. Ganze Garden von Vierlingsgeschossen ersticken jede Verteidigung auf der anderen Seite. Ils enfournent des obus de 2200 kilos qui, les uns après les autres, tombent sur la ville. Les bombardements aériens se chargent de finir le travail. C'est un déluge de feu et de bombes. Hitler exige l'anéantissement de l'armée secrète, mais aussi de la population de la ville. Varsovie n'est plus qu'une avalanche de pierres. Les étages, les façades, le passé, tout s'effondre. Ses habitants ne peuvent que regarder le ciel s'assombrir. Ils sont frappés d'impuissance. Ils n'ont rien pour répondre. Aucune couverture aérienne des Russes, pourtant si proche. André Bobkovski note dans son journal: Varsovie est devenue un enfer. Toute la population se bat et les Russes regardent faire. Quand les Allemands auront massacré tous les Polonais jusqu'au dernier, les Russes occuperont la ville. Le 29 août, comme s'ils pressentaient la fin et voulaient assurer aux combattants de Varsovie une protection qu'ils n'ont pu leur offrir jusque-là, la Grande-Bretagne et les États-Unis déclarent que l'armée de l'intérieur fait partie des forces alliées. Londres nous a finalement accordé le statut de combattant après un mois de combat, se souvient Barbara Bobrovnicka. Je n'y comprenais rien. Qui étions-nous jusqu'alors pour eux? De simples rebelles ou plus simplement des bandits? Nous étions désormais protégés par la Convention de Genève. L'armée de l'intérieur est transformée en armée régulière, c'est-à-dire la suite, la continuation de l'armée polonaise de 1939. Même les Allemands, impressionnés, confèrent à l'armée de l'intérieur le statut de corps d'armée de Varsovie, ce qui leur permettra d'emmener les insurgés en captivité dans des camps de prisonniers de guerre. Seul Staline est fou furieux et il s'opposera de toutes ses forces à ce statut de belligérant pour ce qu'il appelle les bandes de réactionnaires de l'AK. Les poches de résistance meurent les unes après les autres sous le feu nazi. Les armées soviétiques sont restées impassibles. Elles ont laissé à la Luftwaffe un espace aérien totalement libre.
Ce n'est que le 10 septembre que les Russes commencent à faire mouvement à l'est de Varsovie, dans les quartiers de Praga. Ils sont rapidement de l'autre côté de la Vistule, à quelques centaines de mètres des derniers résistants à genoux. Mais ils laissent ensuite plusieurs régiments d'une armée polonaise pro-soviétique se lancer seuls, plus avant. Et c'est un fiasco. De part et d'autre de la Vistule, Russes et Allemands se livrent enfin bataille. Tandis que les avions soviétiques larguent avec parcimonie quelques paquets sur les quartiers résistants. Staline peut ainsi calmer Churchill et Roosevelt, furieux de son immobilisme, et ne pas laisser dire à l'histoire qu'il n'a rien fait. Mais il est trop tard. Quand une centaine de B-17 américains, enfin autorisés par Staline à se ravitailler sur le sol russe, apparaissent dans le ciel de Varsovie, ce n'est qu'un faux espoir. La résistance est sur le point de capituler. La lutte est terminée. Il ne reste que 2 quartiers où l'armée intérieure tient encore quelques positions. Là, il semble loin le temps des sourires braves et de la chaîne humaine au combat. La lumière est crépusculaire. La ville semble contenir plus de morts que de vivants. Près de 180 000 personnes ont péri en 62 jours. Le 2 octobre, les survivants de la résistance capitulent. La veille, à 20 h, la radio de Varsovie lançait son dernier message au reste du monde. Voilà la sombre vérité. Nous avons été traités pire que les satellites d'Hitler, pire que l'Italie, pire que la Roumanie, pire que la Finlande. Puis elle clôt son émission en diffusant la Varsovienne, l'hymne des insurrections, avant de détruire le poste. Tadeusz Bourg-Komorowski signe l'ordre de capitulation en présence du général allemand von Deimbach. L'accord prévoit que les soldats de l'armée intérieure seront soumis aux conventions de Genève et les populations civiles traitées humainement. Les insurgés et leurs chefs doivent déposer les armes et quitter la ville en formation unie. Ils la quittent en rang, telle une armée, lâchant un par un leurs armes. Hitler ordonne que toute la population de Varsovie soit chassée de la ville. Les centaines de milliers de personnes qui ont survécu à l'insurrection seront expulsées. Dans le seul camp de Prouchkov, petite ville de la banlieue de Varsovie, transitent déjà 600 000 personnes, dont une partie part directement pour Auschwitz. Les autres sont envoyés dans des camps de travail. Cette foule, sortie des caves de Varsovie, n'aura jamais cessé d'attendre ses sauveurs. Des étendues entières de la ville, dont toute la population avait été chassée, étaient pillées méthodiquement, quartier par quartier, puis brûlées et détruites. C'est un cas unique dans l'histoire européenne du XXe siècle. Pendant 2 mois, les explosions et le fracas des immeubles continuent de retentir dans la ville morte. Les Allemands font tout sauter. Partout ailleurs, ils reculent. Ici, ils sont vainqueurs du néant. Les troupes soviétiques, de l'autre côté du fleuve, regardent s'effondrer la ville. La prophétie d'Hitler s'est réalisée. Cet objectif capital, nous l'atteindrons. Cette ville qui nous défie depuis 800 ans et nous barre la route vers l'Est, nous allons la raser définitivement. C'était tout ce qui comptait pour eux. On peut comparer le destin de Varsovie à celui de cités antiques, comme Corinthe ou Carthage, qui furent détruites par les Romains. Comme le disait Hitler, ce qui est arrivé à Varsovie doit être un exemple terrifiant pour le reste de l'Europe. Après la guerre, le régime communiste polonais a fait disparaître tous les documents relatifs à l'insurrection de Varsovie. Aucun monument ne commémorait ces événements qui avaient pourtant ravagé 90% de la capitale. Il a fallu attendre 1989 pour voir la mémoire des insurgés de Varsovie officiellement célébrée. Stanislas Jankowski, un des chefs de la résistance, écrit dans ses mémoires: « Nous avons voulu être libres et conquérir nous-mêmes notre liberté.
C'est la clé pour comprendre ce qui s'est passé à l'automne 1944. Et c'est un crime que Varsovie a commis dans les yeux de Staline et Hitler. La capitale d'un grand État européen a cessé d'exister pendant plusieurs mois. C'est un événement sans précédent dans l'histoire. Combien parmi nous en avaient entendu parler ?